Soyouz est très sûrement le lanceur spatial le plus connu et le plus mythique. Pas si lointaine descendante du missile intercontinental R-7, elle a rendu possible des dizaines de records spatiaux et a permis l'entrée de l'humanité dans l'ère spatiale. Premier missile intercontinental, premier satellite artificiel, premier vol d'un animal dans l'espace, premier homme dans l'espace, première sortie extravéhiculaire, premier vol d'un équipage, premier vaisseau cargo et j'en passe. Pourtant, dans tous les records que je viens de citer, seul un seul a été réellement réalisé par Soyouz, les autres l'ayant été par des versions différentes du R-7. En tout, le R-7 dans sa version orbitale aura été lancé plus de 1850 fois à la fin 2019, faisant de lui bien sûr le lanceur le plus tiré de l'histoire. Représentant sur un graphique les lancements orbitaux tous pays confondus. L'Inde et les petites puissances spatiales représentent 2%, le Japon également 2%. La Chine et l'Europe se partagent 11%, il reste alors 85% des vols orbitaux à distribuer. Parmi eux, seulement 29% sont américains, tout le reste étant des lancements soviétiques ou russes. La R-7 parmi tout ça représente 32% de tous les vols de l'histoire. Je représente sa part ici en hachuré. Et oui, il y a eu plus de R-7 de lancés que de vols orbitaux américains tous lanceurs confondus. Derrière ces statistiques impressionnantes se cache également un nombre de versions tout aussi impressionnant, que l'on pourrait classer en 19 grandes catégories. Aujourd'hui, je vous propose donc d'y voir un peu plus clair dans cette grande famille, à travers une vidéo un peu plus technique que les précédentes. Assez parlé, commençons sans plus tarder. Pour comprendre les origines de la conception du R-7, il nous faut remonter au début du programme spatial soviétique, qui prend ses racines à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est à noter que ce petit résumé des débuts du spatial soviétique et même mondial est très simplifié et mériterait amplement une vidéo dédiée. Après que l'armée rouge ait libéré plus de la moitié de l'Europe, elle met finalement la main sur une arme redoutée du Troisième Reich, le missile V2, mis au point par un certain Werner von Braun. En tant qu'arme, elle s'est avérée très peu efficace et imprécise, mais ce missile sera tout de même récupéré par les États-Unis pour le développement de leur programme spatial, ce qui débouchera sur des missiles comme Titan ou Atlas, par la France, ce qui débouchera sur les lanceurs Diamant et Ariane, et par l'Union soviétique justement. Quelques groupes de soldats de l'armée rouge seront alors chargés d'aller prendre le plus d'informations possible sur le missile V2 allemand. Après cela, il fut décidé de monter quelques missiles expérimentaux en Allemagne eux-mêmes, avant de déplacer la production en URSS. Pour cela, un polygone de tir devait être construit sur le sol soviétique, polygone devant être également adaptable pour de futures potentielles versions. C'est finalement le site de Kasputin Yar qui sera choisi, situé à proximité de Volgograd, ou comme on l'appelait à l'époque, Stalingrad. De ce site seront lancés des missiles V2, copiés-collés sur le modèle allemand. Très vite, ce modèle sera amélioré pour donner naissance à la R1, de conception entièrement soviétique. Le nom R1 vient du mot russe Rakiete, signifiant fusée, mais c'est également le nom de l'unité ayant ramené les missiles V2 en URSS. La R1 sera utilisée pour envoyer les premiers animaux soviétiques dans l'espace sur de courts vols suborbitaux. Une version améliorée pour pouvoir mener des expériences scientifiques sera également développée, la R1A. Après plusieurs dizaines de tirs, il fut décidé de développer de nouvelles versions. C'est ainsi qu'entrèrent en service plusieurs missiles comme la R2 ou la R5, mais aucun d'entre eux ne parvenait à avoir la capacité de frapper une cible sur un autre continent. Pour cela, le chef du bureau d'études au KB1, un certain Sergei Pavlovitch Korolev, commence à réfléchir à la mise en place d'un missile à plusieurs étages. Mais pour faciliter la réalisation de ce missile, il décide que ces étages ne devront pas être l'un au-dessus de l'autre, mais accolés ensemble. On trouve ici une différence fondamentale avec le spatial américain. Outre-Atlantique, les lanceurs ont d'abord été conçus avec plusieurs étages empilés, puis de petits propulseurs à poudre ont été ajoutés sur les côtés pour améliorer la poussée au décollage.
En URSS, c'est une philosophie complètement différente qui a été appliquée, en considérant les blocs latéraux comme des étages en part entière. Cette architecture était complètement nouvelle à l'époque, mais la réalisation d'un missile d'une telle portée, déjà dénommé R7, impliquait la construction d'une station radio de poursuite à environ 500 km de Kasputin-Yar. Or, à 500 km de Kasputin-Yar, c'est la mer Caspienne. De plus, les 4 blocs latéraux du R7 seraient retombés dans la région habitée de Saratov si le missile était tiré depuis Kasputin-Yar. Il était donc indispensable de réaliser un nouveau polygone de tir, quelque part en URSS. Après avoir étudié plusieurs propositions, un site en particulier retient l'attention du gouvernement soviétique. Une petite gare située à Tyuratam, qui consiste en un simple château d'eau pour ravitailler les trains sur la ligne reliant Moscou à Tachkent, en plein milieu de la République soviétique du Kazakhstan. Personne à 100 km à la ronde, un site entièrement inconnu des espions américains, bref, un lieu idéal. C'est décidé, le R7 sera lancé depuis une nouvelle base située à Tyuratam. Mi-1954, plusieurs centaines de soldats de l'armée rouge seront amenés par train, loin de tout dans la steppe, avec l'objectif de construire un complexe de lancement entier, avec une ville pour y faire vivre les employés. La tâche s'annonce immense et pendant plusieurs mois les soldats dorment dans des tentes. Tout doit être importé, le bois, le béton, la nourriture. Après plusieurs années de travaux fastidieux, le premier pas de tir de la base de Tyuratam sort enfin de terre, dénommé Site 1, sur lequel se trouve le pas de tir numéro 5 pour la R7. L'Union soviétique va alors jouer la carte du bluff avec les autorités américaines. En effet, pour rendre encore plus compliquée l'identification de la base de Tyuratam, il sera décidé de déclarer que cette base se situe dans un petit village à 300 km de là. Les autorités iront jusqu'à installer des panneaux avec le faux nom à l'entrée du cosmodrome pour leurrer les espions américains. Le nom de ce village bien étranger à toute activité ne vous est pas inconnu, car il s'appelle Baïkonour. De nos jours, le gouvernement kazakh reconnaît bien évidemment l'emplacement de la base comme étant à Tyuratam, mais le nom de Baïkonour est désormais entré dans la postérité. Revenons à notre R7. Elle dispose désormais d'un pas de tir complet, dont on détaillera le fonctionnement dans une future vidéo qui vous apprendra à lancer une Soyouz. Et donc rien n'empêche le missile R7 d'être lancé. C'est ainsi que le 15 mai 1957, le premier missile intercontinental de l'histoire décolle de Baïkonour, mais sera détruit en vol. Plusieurs autres tentatives sont menées, dont les 2 dernières seront des succès. Revenons un peu fin 1954, avant même la réalisation de Baïkonour. Sergueï Korolev avertit par lettre le gouvernement que sa R7 est capable de placer des charges en orbite terrestre. Début 1957, la R7 fait ses premiers vols, avec malheureusement beaucoup d'échecs, on l'a dit. Une version améliorée de la R7, dénommée R7A, sera ensuite développée. Retenez cette version car on en reparlera un peu par la suite. Après le 5e vol réalisé en 1957, Korolev décide donc de lancer les préparations du lancement du premier satellite de l'histoire. Ce dernier, nommé Sputnik 1, c'est-à-dire satellite 1 en russe, est conçu par Korolev pour être l'objet spatial le plus simple possible. Question de rapidité de mise en œuvre. Une boule en métal, un émetteur radio, un générateur électrique et 4 antennes, et voilà le premier satellite qui venait de naître. Après cette longue introduction, il est désormais temps de nous intéresser au premier lanceur de l'histoire, qui s'appelle officiellement 8K71PS, mais qui est plus connu sous le nom de Sputnik. En effet, nombre de lanceurs russes ont pris le nom des charges utiles qu'ils envoyaient. Par exemple, Soyouz lance Soyouz, Proton lance Proton, Cosmos lance Cosmos, je crois que vous avez compris. Sputnik est très proche d'un missile R7. Il dispose de 4 blocs latéraux dénommés BVGD dans l'ordre de l'alphabet cyrillique, possédant chacun un réservoir de kérosène, un réservoir d'oxygène et un moteur RD-108, ainsi que d'un bloc central, dénommé bloc A, possédant également un réservoir d'oxygène et de kérosène, ainsi qu'un moteur RD-107. Les 4 blocs latéraux sont ensuite glissés dans des encoches sur le bloc A, mais attention, ils ne sont en aucun cas attachés. On détaillera sûrement ça dans une autre vidéo, mais les blocs latéraux de Soyouz tomberaient littéralement si on tenait le lanceur par le haut. Ajoutons à tout cela le satellite ainsi que la coiffe, et voilà Sputnik, prêt à réaliser son premier vol. Ce qui sera chose faite le 4 octobre 1957, date à laquelle l'URSS placera du premier coup le premier satellite artificiel en orbite, Sputnik 1. En cas d'échec de ce lancement, 2 unités du lanceur Sputnik ont été construites.
et la deuxième sera utilisée pour envoyer le deuxième satellite artificiel de l'histoire, Sputnik 2, qui sera également le premier vol orbital habité, avec la présence de la chienne Laika à bord, alors même que les États-Unis n'ont toujours rien lancé en orbite. Lancé le 3 novembre, ce sera le deuxième et dernier vol de la version 8K71PS. Une version légèrement modifiée et améliorée sera ensuite développée, dénommée officiellement 8A91, mais qui est également appelée Sputnik, ce qui peut entraîner des confusions. Les différences avec la première version sont vraiment mineures, la plus visible étant sûrement la modification de la coiffe du lanceur, plus grande. Cette version sera lancée 2 fois seulement, comme la précédente, avec un échec lors de son premier vol. Mi-1958, l'URSS possède donc un lanceur spatial de faible capacité, Sputnik. Mais pour développer un programme de vol habité ainsi qu'un programme d'exploration lunaire, il faut un lanceur plus puissant, capable d'atteindre ce qu'on appelle la deuxième vitesse cosmique, vers la Lune donc. Pour cela, Korolev décidera d'ajouter un étage supplémentaire au lanceur, situé au sommet du bloc A. Ce dernier est dénommé bloc E et doit permettre de remplir tous ses rôles. Une nouvelle coiffe, plus grande et haute, est également développée, avec l'objectif de participer au vol habité d'ici peu. Les coiffes devant entourer les vaisseaux habités sont percées d'un grand hublot, pour 2 raisons. Permettre l'installation du cosmonaute dans sa capsule et pouvoir activer le siège éjectable de la capsule en cas de problème. Cette version est dénommée 8K72 et sera plus tard appelée Vostok, comme le vaisseau spatial signifiant Orient en russe. Le bloc E est le tout premier étage de fusée de l'histoire qui devra être allumé dans le vide. Il est donc nécessaire de développer également le premier moteur fusée à être allumé dans le vide. Le motoriste Glushko propose de développer ce moteur, ce que Korolev refuse, car Glushko souhaite utiliser des ergols toxiques, UDMH et peroxyde d'azote en l'occurrence. Finalement, Korolev développera un moteur en interne avec l'aide d'un constructeur de moteurs pour avions. Et en avril 1958, le nouveau moteur RD-0105 est terminé. Et le 23 septembre 1958, le bloc E s'envole pour la première fois sur le premier lanceur Vostok de l'histoire, avec à son bord la première sonde lunaire de l'histoire. Malheureusement, le lancement est un échec, tout comme le deuxième qui suivra quelques jours plus tard. Ce sera seulement lors de la 4e tentative que le lancement sera un succès, le bloc E devenant le premier étage de fusée à être effectivement allumé dans le vide. En effet, les lanceurs américains de l'époque utilisaient des étages à poudre pour contourner ce problème. Ce vol sera annoncé en grande pompe par l'URSS, ce qui étonnera énormément les Américains. En effet, l'URSS vient de lancer plus de 1500 kg en orbite et vers la Lune, tandis que les États-Unis ne sont capables de placer que quelques dizaines de kilogrammes en orbite. Vostok, équipé du bloc E, lancera une dizaine de missions vers la Lune, avant que le lanceur ne soit impliqué dans le premier programme de vol habité du monde. En effet, c'est ce lanceur qui devra envoyer le nouveau vaisseau Vostok, qui a donné son nom au lanceur, en orbite. Vaisseau habité donc. Le problème est que le moteur RD-0105 du bloc E est trop peu puissant pour placer le vaisseau en orbite. Korolev décide donc de lancer le développement du RD-0109, qui est plus puissant et fiable, permettant la mise en orbite d'humains. Avant sa mise en service, les vaisseaux d'essai inhabités de Vostok seront donc très allégés, pour que le bloc E puisse effectuer la mise en orbite. Le premier vol du nouveau moteur RD-0109 aura lieu le 20 décembre 1960, mais le moteur cessera de fonctionner environ 4 minutes trop tôt, le vaisseau d'essai retombant alors sur Terre, sans se mettre en orbite. Néanmoins, par la suite, les vols d'essai suivants se dérouleront avec succès, avec notamment la présence de chiens à bord. Vostok enverra ensuite avec succès le premier homme dans l'espace à bord du vaisseau Vostok 1, un certain Yuri Gagarin, qui fera entrer un peu plus la R7 dans l'histoire, alors même que les Occidentaux ne savent pas du tout à quoi ressemble la fusée. Les 5 vols Vostok suivants, tous réussis, verront les premières communications entre vaisseaux spatiaux et le lancement de la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Le lanceur Vostok, dans sa première itération, sera lancé en tout 26 fois, pour envoyer les premières sondes lunaires donc, et les premiers vols habités, et également les premières unités des satellites d'observation Zénith, qui ont la particularité de revenir se poser sur Terre après leur mission, grâce à un bouclier thermique. Les caméras du satellite peuvent ensuite être réutilisées sur des vols suivants. Pour optimiser le lancement de ces derniers, Korolev décide de développer une version spécifique du lanceur Vostok, dénommée officiellement 8A92 ou plus simplement Vostok 2.
Cette version est très similaire à la version primordiale de Vostok, bien que de nombreux systèmes aient été modernisés et adaptés aux satellites. Son premier vol aura lieu le 1er juin 62 et sera lancé 44 fois en tout jusqu'en 67. On peut noter que certains des derniers vols seront tirés depuis le nouveau cosmodrome de Plesetsk, au milieu de la taïga du nord de la Russie. Vostok 2 ainsi que toutes les versions présentées par la suite n'est pas dérivé du missile R7, mais du missile R7A, une version améliorée notamment au niveau des moteurs des blocs latéraux. Je vous avais dit tout à l'heure de vous en souvenir de celle-là. L'armée soviétique demandera ensuite à Korolev de développer une version modernisée de Vostok 2 afin d'augmenter ses capacités, notamment pour lancer les nouveaux satellites d'observation Météor, qui au contraire des zéniths ne seront pas récupérés après leur mission. Ce sera chose faite en 64, où la nouvelle version de Vostok 2 décolla pour la première fois, et qui est nommée 8A92M, ou simplement Vostok 2M, la lettre M pour moderniser. Cette version est la plus lancée de la famille Vostok avec pas moins de 93 lancements jusqu'en 91, où le dernier lanceur Vostok décolla pour l'espace. Ces vols auront lieu pour leur très grande majorité depuis le cosmodrome de Plesetsk. Il existe également une autre version qui n'a effectué que 2 vols, dénommée Vostok 2A, ou plus officiellement 11A510. Elle fut développée pour pouvoir lancer 2 maquettes des nouveaux satellites militaires US-A, qui sur ces 2 lancements étaient dépourvus de réacteurs nucléaires et de radars, contrairement aux exemplaires de vol. Les 2 uniques lancements de Vostok 2A ont lieu en 65 et 66. Nous venons donc de faire le tour de la famille des Vostok, qui cumule à elle seule 165 lancements répartis sur 33 ans. Pour continuer à étudier les différentes variantes dérivées du lanceur Sputnik, il va nous falloir repartir à la fin des années 50. À ce moment, le lanceur Vostok était donc à l'étude pour l'envoi des sondes vers la Lune, mais l'URSS visait déjà des destinations plus lointaines, Mars et surtout Vénus dans le viseur. Or pour ces missions, le bloc E développé pour Vostok n'est pas assez puissant. Il est donc décidé de créer un nouvel étage supérieur dénommé bloc I. Ce dernier, plus grand et plus puissant que le bloc E, est propulsé par un moteur RD-0107. Néanmoins, même avec ce nouvel étage, il est impossible d'acquérir la vitesse suffisante pour atteindre Vénus et Mars. Pour cela, il faudra ajouter un 4e étage au lanceur dénommé bloc L, la lettre L étant la première lettre de Likvidulia Nievesomost, signifiant suppression de la pesanteur en russe. En effet, il s'agira du tout premier étage de l'histoire qui, en plus de devoir s'allumer dans le vide, devra s'allumer en impesanteur totale. Ce nouvel étage sera propulsé par un moteur S1.5400. Comme vous le voyez, la dénomination est différente des autres moteurs commençant par RD, car il n'a pas été conçu et construit par le bureau d'études de Glushko. En effet, à cette époque, Glushko et Korolev n'étaient pas en bons termes, et ce dernier décida donc de développer ce moteur en interne. Le lanceur nouvellement créé prend alors la dénomination officielle 8K78, mais il sera appelé par la suite Molnia, foudre en russe, du nom des satellites de communication que le lanceur enverra par la suite sur des orbites spécifiques qui prendront également le nom d'orbite de Molnia. C'est en octobre 1960 que la première Molnia décollera. C'est la première tentative de l'humanité d'atteindre une autre planète que la Terre. Malheureusement, le lanceur échoua à se placer en orbite, et il en sera de même pour les 2 lancements suivants. C'est en février 61 que Venera 1, lancé par Molnia, devient la première sonde spatiale de l'histoire et le premier objet humain à quitter l'attraction terrestre. S'en suivra pour Molnia une série impressionnante d'échecs, dont de très nombreux sont dus au bloc L, qui est assemblé trop rapidement par le bureau d'études de Korolev. Décision est alors prise en 66 de transférer la production, ce qui rendra le bloc L bien plus sûr qu'auparavant. Molnia lancera également la première sonde à destination de Mars, Mars 1, ainsi que les premiers satellites de télécommunication Molnia. Après 40 lancements, Molnia sera retiré en service en 67 pour laisser place à une version modernisée de cette dernière, dénommée Molnia M, ou plus officiellement 8K78M. Cette version est plus puissante et surtout plus fiable que la Molnia initiale. Le 3e étage, le bloc I, est remotorisé avec un RD-0110. Quant au bloc L, au fur et à mesure des lancements, il sera modernisé et adapté en fonction de certaines charges utiles. Ainsi naîtront les versions VL, NVL, SOL, 2BL et ML. Molnia M sera l'un des lanceurs phares de l'URSS puis de la Russie pour ce qui est des vols militaires. Elle réalisera 280 lancements, dont une très grande majorité depuis le cosmodrome de Plesetsk, et ce jusqu'en 2010, date de son dernier vol.
Les lanceurs Molniya, toutes versions confondues, auront donc été lancés à 320 reprises. Revenons au début des années 60 pour continuer notre tour des versions de la R7, en parlant de celle qui est sûrement la moins connue, et pour cause, elle n'a réalisé que 2 vols. En 1962, le Parti communiste demande à Korolev de lancer sa R7 avec 2 satellites de démonstration IS. Ces satellites sont des armes spatiales destinées à détruire et intercepter d'autres satellites. Or, au vu de leur poids conséquent, ils devaient être lancés par une fusée de Cyclone. Mais pour faire avancer au plus vite le programme, il est décidé d'envoyer 2 unités de test à bord de la R7 donc. Korolev va donc reprendre son missile R7A et va juste modifier la coiffe du lanceur afin qu'elle soit assez grande pour accueillir les satellites. Il s'agit donc d'un lanceur à 2 étages. Officiellement dénommé 11A59, il prendra le nom des satellites ISDC qu'il enverra, Polyot. 2 vols sont réalisés en novembre 63 et avril 64, en plaçant à chaque fois les satellites Polyot sur des trajectoires suborbitales. C'est ensuite aux satellites de circulariser eux-mêmes leurs orbites. Il nous reste encore à parler de 2 versions orbitales de la R7. Mais avant ça, il faut encore préciser quelque chose. Vous avez sûrement déjà vu écrit Semyorka pour désigner la R7 ou Soyouz. En réalité, le nom Semyorka est tout simplement un surnom donné par les ingénieurs, signifiant petite septième en russe. C'est donc un surnom familier qui n'a jamais été donné officiellement au lanceur. Mais revenons en 1963 où une nouvelle version effectua son premier vol, dénommé 11A57. Son but est de prendre la relève du programme Vostok pour l'envoi du nouveau vaisseau spatial soviétique dénommé Voshrod, signifiant aube en russe. Il est également prévu qu'à côté de ce programme, il puisse également envoyer les satellites Zenit 4 en orbite, qui rappelez-vous sont ces satellites permettant de faire revenir sur Terre des caméras pleines d'images des territoires survolés. La 4e version des Zenit est bien plus lourde et ne peut pas être envoyée en orbite par une simple fusée Vostok. Ce lanceur fut rapidement dénommé Voshrod, du nom du vaisseau habité qu'il doit envoyer. Dans sa conception, il est très proche de Molniya et dispose également du bloc I en tant que 3e étage, mais vu que le lanceur ne doit pas atteindre Mars ou Vénus, il n'y a pas besoin d'y adjoindre un bloc L. Le bloc I possède néanmoins un moteur différent de celui de Molniya. En effet, le RD-0108 remplace désormais le RD-0107, permettant ainsi d'augmenter les capacités du lanceur en vol. Voshrod décolla pour la première fois en novembre 63 pour l'envoi des satellites de reconnaissance Zenit 4, vol qui se déroulera à la perfection. 4 autres vols furent menés avant de déclarer le lanceur opérationnel pour l'envoi du nouveau vaisseau habité Voshrod, qu'il enverra le 12 octobre 64 avec à bord 3 cosmonautes, devenant ainsi la première mission habitée avec plusieurs membres d'équipage à être envoyés en orbite. Ce vol se déroulera à la perfection, conduisant à l'envoi de la mission Voshrod 2, le 18 mars 65, qui verra se dérouler en orbite la toute première sortie extravéhiculaire de l'histoire, menée avec brio et non sans mal par Alexei Leonov. Ce sera la dernière participation du lanceur Voshrod à un programme de vol habité, et par la suite il lancera exclusivement des satellites Zenit 4. Au total, Voshrod volera 299 fois, majoritairement depuis le cosmodrome de Plesetsk jusqu'en 1976. Il nous reste à parler d'une dernière version orbitale de la R7, et sûrement la plus connue d'entre toutes, version qui n'aurait en réalité jamais dû voir le jour. En effet, en 1964, il était prévu de construire un vaisseau spatial lunaire habité, dénommé 7K, devant être lancé sur Voshrod. Malheureusement, le poids du vaisseau augmenta de telle sorte que le développement d'une version plus puissante de Voshrod devient nécessaire, ce qui entraîna l'apparition du lanceur dénommé officiellement 11A511. Mais le programme 7K fut remanié, et le vaisseau lunaire décollera finalement quelques années plus tard sur Proton, qui enverra par la même occasion le premier animal vers la Lune. Mais le lanceur 11A511 n'est pas abandonné pour autant, car une version adaptée à l'orbite basse du 7K est prévue, devant servir à réaliser des essais d'amarrage et de sortie spatiale, et ce vaisseau pourra être lancé sur cette fusée. Malheureusement, Sergei Korolev, qui coordonnait le projet, décédera sur la table d'opération, ce qui causa d'énormes retards au programme, et ce n'est qu'en 66 que le vaisseau décollera pour la première fois vers l'orbite pour une mission inhabitée. Le vaisseau, ainsi que le lanceur seront désormais connus sous le nom de Soyouz, signifiant Union en russe. Le lanceur Soyouz est assez peu différent de Voshrod. Il dispose également d'un bloc I en tant que 3e étage, avec néanmoins un moteur plus puissant, le RD-0110. De plus, la coiffe du lanceur est équipée d'une chose nouvelle, une tour de sauvetage permettant l'éjection du vaisseau en cas de problème.
Lors de cette éjection, la stabilité du tout est assurée par des panneaux cellulaires, ou grid fin en anglais, placés sur les côtés de la coiffe. Dès son 3e vol, le lanceur Soyouz enverra sa première mission habitée, Soyouz 1, qui se terminera d'une façon dramatique avec le décès à l'atterrissage de Vladimir Komarov. Après plusieurs vols d'essai, les vols habités reprennent avec Soyouz 2, mais en 1971, l'équipage de Soyouz 11 décède pendant la rentrée atmosphérique, tuant tous ses occupants, Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsaïev et Vladislav Volkov. Ces cosmonautes seront les derniers à mourir lors d'un vol spatial en Russie. Le lanceur Soyouz reprendra l'envoi de vols habités jusqu'en 1976, où il sera remplacé après 31 vols par une version améliorée dénommée Soyouz U. U comme universel. Pour comprendre l'origine de ce nom, il faut aussi savoir qu'en parallèle des vols de Soyouz classiques, si je puis dire, 2 autres versions du lanceur volaient également. Tout d'abord l'étrange Soyouz L avec son immense coiffe, utilisé à 3 reprises pour envoyer en orbite le futur atterrisseur lunaire habité soviétique LK, ici dans sa version d'essai dénommée T2K. Enfin il y avait Soyouz M, devant originellement servir à l'envoi de versions militaires du vaisseau Soyouz. Le programme a néanmoins été annulé, mais 8 exemplaires du lanceur furent construits et furent utilisés pour l'envoi de satellites Zénith 4. Il fut donc décidé de simplifier le parc de lanceurs russes, que ce soit Soyouz, Soyouz L, Soyouz M et Vostok, en un seul, une Soyouz universelle donc. Soyouz U est la version qui a eu la plus grande carrière, s'étendant de 1973 à 2017, cumulant au total le nombre ahurissant de 787 vols, la majorité depuis le cosmodrome de Plesetsk, notamment pour l'envoi de satellites Zénith que vous commencez à connaître à force, mais aussi de satellites Yanktar, à l'objectif similaire au Zénith, et aussi bien évidemment à l'envoi du vaisseau Soyouz, ainsi que du premier vaisseau cargo de l'histoire créé pour la desserte des stations spatiales Salyut, et qui sera dénommé Progress. Vous pourrez noter que sur les premières versions du cargo Progress, une tour de sauvetage était présente au sommet de la coiffe. Cette dernière était uniquement là pour ne pas modifier l'aérodynamisme du lanceur, et était bien évidemment désactivée. Soyouz U se devait d'être en quelque sorte le lanceur ultime de la famille. Mais lorsque le vaisseau habité Soyouz T, une version modernisée, entra en service, il a fallu se rendre à l'évidence, il fallait une version améliorée de Soyouz U, car la masse du vaisseau était trop grande. Pour cela, les ingénieurs eurent l'idée de remplacer le carburant du bloc A par un plus performant, passant du kérosène à la syntine, une molécule fabriquée dans une seule et unique usine en URSS. Dès 1984, Soyouz U-2 prend donc la relève des Soyouz U dans l'envoi des vaisseaux habités Soyouz, ainsi que des vaisseaux Progress. Mais fin 1991, l'URSS chute, et entraîne avec elle une immense crise économique causant la fermeture complète de l'usine de Syntine, qui est, rappelez-vous, la seule à produire ce carburant. Les cargos Progress seront donc de nouveau lancés sur Soyouz U, car leur masse est suffisamment peu élevée pour le permettre. Mais un autre problème persiste, le vaisseau habité Soyouz est toujours trop lourd pour Soyouz U. Or les stocks de Syntine s'amenuisent à chaque vol. Alors comment faire ? En attendant de trouver une vraie solution au problème, les Soyouz habités décolleront bien sur Soyouz U, mais avec un membre d'équipage en moins pour l'alléger. Soyouz U-2 décollera pour la dernière fois en 1995 après 71 vols et un stock de Syntine complètement épuisé. Les ingénieurs durent donc se creuser la tête pour trouver une solution à ce casse-tête que posait l'envoi des vaisseaux habités Soyouz, et ils ont finalement proposé une amélioration des têtes d'injection des moteurs des blocs ABV-GD. Tête d'injection se dit en russe Forsunuchnie Golovki. Cette version sera donc dénommée Soyouz FG, ou FG en français, et elle permet enfin de lancer des Soyouz avec 3 membres d'équipage. À partir de 2002, c'est le lanceur qui assurera l'ensemble des vols habités Soyouz jusqu'en 2019. Mais revenons à Soyouz U. Comme je l'ai dit, l'URSS a chuté en 91, ce qui aura pour conséquence d'ouvrir Soyouz au marché du lancement commercial mondial. Or, la majorité des satellites commerciaux que Soyouz pourra envoyer nécessiterait un peu plus de carburant pour réaliser des manœuvres supplémentaires. Il fut donc décidé de développer 2 nouveaux étages supérieurs, logés dans la coiffe du lanceur. Le premier fut Icar, qui vola 6 fois à partir de 1999 pour l'envoi des satellites de la constellation Global Star. Le deuxième étage développé fut le Frégate, qui vola pour la première fois en 2000 et qui est encore largement utilisé aujourd'hui. On peut aussi noter que l'étage Frégate fut utilisé à 9 reprises sur Soyouz FG. Ces vols commerciaux de Soyouz U sont en grande partie à l'époque, ça n'est plus forcément vrai aujourd'hui, exploités par une société assez particulière, dénommée Starsem,
et qui a la particularité d'être franco-russe, avec son siège social à Évry en banlieue parisienne. Cette compagnie, toujours active aujourd'hui, a permis le lancement de dizaines de satellites commerciaux et de missions scientifiques depuis le territoire russe. La chute de l'URSS entraîna également un problème majeur. Désormais, l'Ukraine est un pays indépendant, or beaucoup de composants de Soyouz U et FG proviennent de ce pays. De plus, il devient clair qu'il est nécessaire de moderniser les vieilles Soyouz, en passant notamment à des systèmes de vol numériques. Tout cela amena le gouvernement russe à décréter la fin de vie des versions U et FG de Soyouz, à travers une lente transition vers cette Soyouz modernisée. Soyouz U décollera pour la dernière fois en février 2017, après 787 vols, et Soyouz FG partira pour la dernière fois en septembre 2019, après 70 vols, laissant donc leur place à cette nouvelle version, dénommée un peu pompeusement Soyouz 2. Les modifications par rapport à Soyouz FG pourraient se résumer grossièrement à un système de bord désormais numérique, des moteurs améliorés pour les blocs BVGD, désormais dénommés RD107A et RD108A, ainsi qu'une optimisation des trajectoires de vol, permettant ainsi l'utilisation de coiffes plus volumineuses. La première Soyouz 2 décollera en 2004 pour un vol suborbital d'essai, qui, pour l'anecdote, est le premier vol suborbital de Soyouz depuis 1967. Le premier vol orbital, lui, eut lieu en 2006, et cette première itération de Soyouz 2 est dénommée Soyouz 2.1A. Une version plus puissante dénommée Soyouz 2.1B sera développée. Sa principale différence avec Soyouz 2.1A étant l'utilisation d'un nouveau moteur sur le bloc I, qui est désormais un RD0124. Volant depuis 2006, cette version n'a pas pour but de remplacer Soyouz 2.1A, mais de permettre une plus grande flexibilité aux clients, que ce soit des sociétés privées, l'agence spatiale russe ou l'armée russe. Un nouveau projet pour Soyouz prendra forme fin 2011, celui de faire voler le lanceur phare de la Russie depuis la France au centre spatial guyanais. Soyouz 2.1A et 2.1B seront alors modifiés pour répondre aux exigences d'Arianespace ainsi que du climat local. Ces lanceurs modifiés seront appelés Soyouz STA et STB, les équivalents respectifs de Soyouz 2.1A et 2.1B, l'acronyme ST signifiant spécial tropique en français. Ces Soyouz ST se différencient des versions classiques par plusieurs aspects. Contrairement aux versions russes où le système d'autodestruction du lanceur est automatique en cas de problème, sur les versions françaises, ce système peut être activé par le centre de contrôle lui-même. En Russie, les blocs latéraux retombent presque intacts au sol. Or, lors des vols depuis la Guyane, ces blocs retombent en mer. Pour éviter qu'ils ne flottent, une vanne a été ajoutée, permettant ainsi de les couler. Enfin, Arianespace a pour l'habitude d'installer les satellites sur le lanceur à la verticale. Or, les Russes le font eux horizontalement. Le bloc I a donc dû être adapté pour que la coiffe et le potentiel étage frégate puissent être installés à la verticale sous un portique mobile. Cet étage frégate sera d'ailleurs également décliné dans une version frégate M, puis MT, des versions plus puissantes pouvant être lancées depuis la Russie ou la France. Un autre projet voit le jour au milieu des années 2000, celui d'un nouveau lanceur léger pour la Russie devant remplacer des fusées comme Rokot, en partie fabriquées en Ukraine. Pour éviter le prix exorbitant du développement d'un tout nouveau lanceur, il est décidé de transformer Soyouz en lanceur léger en lui faisant subir un peu de torture. La victime des ingénieurs sera Soyouz 2.1B, à laquelle on va faire quelque chose qui n'avait jamais été fait en plus de 50 ans de carrière, retirer les blocs latéraux BVGD de Soyouz. Ainsi amputé de ses propulseurs d'appoint, le bloc A devient alors bien incapable de décoller dans de telles conditions. Pour remédier à ça, le bloc A sera tout d'abord élargi à sa base, augmentant ainsi ses capacités. Ensuite, le moteur RD108A se révèle trop peu puissant pour faire décoller le tout, il sera donc lui remplacé par un moteur NK33, dont les exemplaires furent construits par dizaines dans les années 60 pour le lanceur lunaire géant N1, puis placés dans un hangar à l'abandon du programme. À chaque décollage, Soyouz 2.1V part donc avec un moteur de plus de 50 ans. Le bloc I, devenu le deuxième étage de ce lanceur, est lui quasiment pas modifié. Cette étrange version sera d'abord dénommée Soyouz 1 puis Soyouz 2.1V, le V étant pour rappel la troisième lettre de l'alphabet cyrillique. Son premier vol a lieu en 2013, équipé d'un nouvel étage supérieur dénommé Volga, qui est en quelque sorte le petit frère de l'étage frégate d'une capacité bien moindre. A ce jour, Soyouz 2.1V est la dernière version de Soyouz créée, même si on peut noter une modification des versions 2.1A et 2.1B depuis 2016. En effet, à cette date, le cosmodrome de Vostochny dans l'est de la Russie ouvre ses portes, et il est décidé que les Soyouz décollant de cette base seront modifiés.
Nouveau système de vol, étage modernisé, interface avec les pas de tir changés. Ces Soyouz 2.1A et B modifiés mériteraient presque qu'on les appelle Soyouz 2.2A et 2B, même si Roscosmos a préféré garder une dénomination commune. A terme, la Russie souhaite que toutes les Soyouz lancées depuis la Russie soient calquées sur le modèle de celles qu'ils sont depuis ce nouveau cosmodrome. À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes début avril 2020, et Soyouz a en tout effectué 1862 vols orbitaux, et peut actuellement être lancé depuis 5 pas de tir différents, dans 4 cosmodromes répartis sur 3 pays. Avec une histoire si riche remplie de bizarreries et d'anecdotes, mais aussi et surtout de grandes premières, on comprend mieux pourquoi ce lanceur est si iconique. Faisons un petit résumé de cette vidéo sur cette frise chronologique où je vais placer les versions de Soyouz qui se sont succédées. Tout d'abord, nous allons placer Sputnik et ses 4 vols, qui étaient donc disponibles en 2 versions. Ensuite on met Polyhod, jusque-là rien de bien compliqué. Ensuite on met Vostok, que je divise ici en fonction des différentes versions ayant volé. Après voici Voshrod, qui vola en une seule et unique version. Après on a Molnia, j'ai également ajouté le nom des étages supérieurs en Italie comme vous pouvez le voir. Enfin, rajoutons la famille de Soyouz qui comme on peut le voir s'est bien étoffée ces dernières années. Vous pourrez trouver un lien vers cette frise chronologique complète dans la description. Croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce lanceur sur cette chaîne. Des pas de tir aux satellites envoyés, il y a des dizaines d'histoires à raconter en rapport avec ce lanceur. Âgé de plus de 60 ans, on pourrait croire que Soyouz est en fin de vie, pourtant l'avenir semble plutôt radieux pour cette fusée, qui devrait aisément atteindre la barre incroyable des 2000 lancements, voire même des 3000 pourquoi pas. J'espère avoir réussi à travers cette vidéo à résumer dans les grandes lignes l'histoire de ce lanceur si mythique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour pouvoir y répondre. Je tiens également à remercier Nicolas Pillet, auteur du site et de la chaîne Cosmonautica, qui m'a grandement aidé et guidé dans la réalisation de cette vidéo. Et je ne peux que vous inviter à aller consulter son travail, les liens sont en description. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là et je vous dis à la prochaine.